Bien, donc on va passer à la restitution de l'étude. Mathieu, je vais te laisser la parole. Bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé les éléments pour venir jusqu'ici. Le premier point, je pense qu'on a envie d'aborder, et Jérémy l'a fait tout à l'heure, c'est à quel point on est d'une certaine manière satisfait et aussi très content de vous voir tous ici, parce que c'est pour nous très important. Jérémy l'a dit, on est au 21e événement qu'on organise et on a vu voilà, grandir l'intérêt pour la foodtech. Il y a un peu plus de 3 ans, quand on se réunissait, on était 10 à 20 personnes autour d'un pack de bière dans un incubateur, et c'est à peu près ça l'écosystème foodtech à Paris. Donc le fait que vous soyez là, qu'on soit aujourd'hui ici chez Google, on ait des partenaires qui nous accueillent régulièrement, c'est aussi symbolique de l'accélération de cet écosystème. Donc, ce que je vais essayer de faire en une vingtaine de minutes, c'est de vous présenter les résultats du rapport que l'on a sorti la semaine dernière sur l'état de la foodtech en France. Mon premier point, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce rapport. En effet, on aurait pu, on n'avait pas besoin de s'intéresser à ce sujet peut-être. La première raison, et c'est sur ce point et sur ce constat qu'on s'est rencontré avec nos deux partenaires, Sobexa et Vitagora, c'est qu'il n'y avait pas de données sur l'écosystème de la foodtech. J'ai souvent envie de dire, avec Jérémy et Alexandre, à la base on est des ingénieurs, et parler de quelque chose qu'on n'a pas de chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous. On entendait beaucoup de gens qui parlaient de foodtech et qui utilisaient des rapports, des données américaines ou mondiales, et on ne savait pas comment qualifier ça au niveau français. Qu'est-ce que pèse la foodtech au niveau français? Donc ça a été vraiment la motivation à l'initiative de ce rapport. Ensuite on avait 3 objectifs: donner de la visibilité à l'écosystème français, aux startups foodtech en France et potentiellement à l'international, mesurer les progrès, ce sera les objectifs des prochains rapports, et favoriser les investissements et les partenariats entre grands comptes de l'agroalimentaire et startups du food, en donnant ces données, en permettant d'avoir ces informations. Donc, ce que je vais aborder rapidement avec vous, c'est comment est-ce qu'on a fait ce rapport. C'est assez important pour nous de montrer, j'allais dire qu'on l'a bien fait, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait en une semaine derrière un ordinateur. Déjà, ce qui a pris le plus de temps, finalement, c'est ce qui est en amont de ce rapport, ça a été de définir ce qu'est la foodtech. Donc avec Jérémy, on a dû rencontrer des centaines et des centaines de startups, et on est arrivé il y a un peu plus d'1 an à cette classification en 6 catégories. Et 31 sous-catégories dans lesquelles je ne rentrerai pas ce soir. Donc avec cette foodtech qui va de la fourche à la fourchette, de l'agtech jusqu'à ce que vous avez dans votre assiette, ce qu'on appelle food science, les produits, dont vous aurez d'ailleurs des démonstrations tout à l'heure. Le second point, ça a été de choisir comment est-ce qu'on allait trouver ces informations sur l'état de la foodtech en France. Le premier aspect, c'est qu'on s'est concentré sur les levées de fonds. C'est un paramètre, on aurait pu essayer d'en choisir d'autres, les chiffres d'affaires ou la taille des équipes ou d'autres paramètres, mais c'est ce qui nous semble la donnée la plus objective, la plus utilisée aussi, et le meilleur moyen d'établir une comparaison et un suivi entre les années. La source et toutes les sources de nos données, et c'est aussi une de leurs limites, ne sont que des données publiques. Donc on a posé et interrogé toutes les startups foodtech que l'on a identifiées en France comme étant actives sur l'état de leur levée de fonds jusqu'à aujourd'hui, et on a utilisé toutes les données publiques que l'on peut trouver, sinon pour celles qui ne nous ont pas répondu, sur le web. Et enfin, on a utilisé les données confidentielles que nous ont données certains investisseurs. Mais on ne montre et on affiche les données que de manière agrégée. Et enfin, on a choisi de ne s'intéresser que au cadre temporel depuis 2013, c'est-à-dire que le rapport commence en 2013 jusqu'au premier semestre 2017. Donc on s'arrête à peu près au 15 juillet dans cette étude. Comment est-ce qu'on a fait ce rapport? Donc il y a la partie visible sur l'état de la foodtech qui est le rapport. Il y a aussi l'annuaire des startups foodtech, donc qui est disponible sur notre site, que tout le monde peut consulter avec toutes les informations publiques, photos, descriptions de l'ensemble des startups. Donc on a référencé les 500 startups actives en France, et on commence à référencer d'autres startups au niveau mondial pour avoir l'annuaire le plus large possible. Et évidemment derrière, il y a ce que l'on a construit, le back-office qui permet de gérer l'ensemble des données sur les investisseurs, les investissements, les incubateurs dans la foodtech. Donc, ça c'est un petit peu le pourquoi et le comment. Le cœur du rapport, c'est
le résultat, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Les chiffres clés en premier, c'est-à-dire quels ont été les montants investis dans la foodtech française. Voilà le chiffre clé, j'ai envie de dire, depuis 2013 jusqu'au premier semestre 2017, 317 millions d'euros en tout ont été investis dans la foodtech française. Et ce que je vais parcourir avec vous dans un premier temps, c'est essayer de comprendre comment s'explique cette accélération qu'on voit, notamment entre 2015 et 2016, qui fait qu'on passe de 51 à 139 millions d'euros investis en un an dans les startups foodtech en France. Ça s'explique en partie par le nombre de deals. Donc ici, vous avez les données trimestrielles en bleu de montants investis et en rouge du nombre de deals réalisés par trimestre dans les startups foodtech en France. Donc on voit une accélération, mais cette accélération ne suffit pas à expliquer l'augmentation du montant investi. Une autre explication, c'est l'accélération du nombre de startups qui se créent dans le domaine de la foodtech en France. Donc on voit que cette accélération est constante, enfin du moins on est en vitesse constante, mais il n'y a pas d'accélération entre 2015 et 2016. Un point que je précise, il ne faut pas penser qu'il y a un ralentissement sur la partie 2017, c'est juste qu'on est assez rigoureux sur la définition de ce qu'est une startup active. C'est-à-dire que pour nous, une startup active, c'est une startup qui a soit levé des fonds, soit qui est reconnue par un incubateur ou qui a une preuve de produit très concrète. C'est-à-dire que la startup qui s'est potentiellement lancée il y a 3 ou 4 mois et qui a aujourd'hui une homepage qui dit « Coucou, on lance un produit à la fin de l'année », n'est pas considérée comme une startup active dans notre étude. Donc c'est ce qui fait qu'un certain nombre de startups actives qui se considèrent comme actives le seront considérées pour 2017, mais seulement à la fin de l'année. Et donc en fait, ce qui explique vraiment, et c'est ça qui est un très bon signe dans l'écosystème foodtech français, l'accélération de ces investissements, c'est l'augmentation des deals conséquents. C'est-à-dire l'augmentation, en l'occurrence, des deals de plus d'1 million d'euros, donc qui ont quasiment doublé entre 2015 et 2016. On en avait très peu en 2013, seulement 4 levées de plus d'1 million d'euros dans la foodtech française, quasiment toutes concentrées dans l'agriculture. Et on voit une véritable accélération de ces deals. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est quand on superpose la médiane, on voit bien qu'elle reste assez constante. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gros deals, mais aussi de plus en plus de tout petits deals à l'autre bout de la chaîne, donc avec de plus en plus de startups qui sont financées dans l'écosystème. Et le dernier point, et je superpose et je remets le premier slide sur les montants investis dans la foodtech française, ce qui est évidemment une explication, c'est aussi en 2016 les 3 premiers deals supérieurs à 20 millions d'euros dans l'écosystème français, en l'occurrence Wind, Alchemix et Frishti, qui évidemment à eux seuls impulsent énormément d'importance et expliquent l'accélération de l'écosystème. Et on pense qu'on restera sur un rythme à peu près constant sur l'année 2017 et on espère et on pense avec les données qu'on a que l'accélération sera beaucoup plus conséquente sur l'année 2018 avec beaucoup de deals en préparation. Maintenant, comment est-ce que se compare la foodtech française par rapport au niveau mondial? J'ai dit 317 millions d'euros. Pour donner un ordre d'idée, c'est moins qu'une seule levée de Delivery Hero, la maison mère de Foodora en Allemagne. C'est moins qu'une levée de Deliveroo en Angleterre. Je cite ces deux exemples parce qu'on a souvent tendance à comparer la foodtech française par rapport aux acteurs américains. On est petit aussi par rapport aux acteurs européens. Donc il y a une forme de retard aujourd'hui, qu'on peut voir comme une opportunité. Et au niveau mondial, la foodtech française, sur 2014 à 2016, on a utilisé les données d'un rapport qui est à peu près sur le même scope que nous, ça pèse en moyenne 1,1% des investissements mondiaux. Donc, c'est-à-dire très peu de choses pour un pays qui est entre 6e et 7e exportateur mondial dans l'agriculture et dont les industries agroalimentaires pèsent entre 6 et 10% des industries agroalimentaires mondiales. Donc, si ce retard n'est pas rattrapé, on peut présager aussi pour les acteurs de l'agroalimentaire d'une forte réduction de leur proportion, de leur part au niveau mondial. Et juste une précision par rapport à ces données, si en 2016 il y a une réduction des investissements au niveau mondiaux, c'est à expliquer principalement par un facteur, c'est au niveau des États-Unis, les investissements se font surtout au 4e trimestre et l'élection présidentielle, de manière assez traditionnelle, cause une énorme réduction des investissements qui sont repartis très fortement en 2017 et qui seront a priori supérieurs aux chiffres de 2015. Donc la croissance de la part française n'est que due à un phénomène aléatoire et non à une proportion particulière. Ça, c'était un peu le scope
de la food tech au niveau mondial, de la food tech française, comment se positionner au niveau mondial. Maintenant, comment se répartissent ces startups et ces investissements en France? Si j'ai mis une photo de Lyon, c'est un petit peu à thème, parce qu'on s'en doute, il y a une forte concentration à Paris, mais le seul véritable deuxième écosystème est à Lyon. Seul deuxième véritable écosystème parce que c'est le seul endroit où on a tous les acteurs de l'écosystème foodtech qui sont représentés, les 6 domaines, AgTech, Food Science, etc. On a des pôles, ici c'est le nombre de startups actives, donc représentées sur la carte, en dehors de la domination, on va dire parisienne, où sur 472 startups actives, on en a un peu plus de 250 en Ile-de-France. On va avoir vraiment la région de Lyon et ensuite des écosystèmes régionaux plutôt spécialisés, donc avec de l'agriculture, notamment à Lyon et Montpellier, avec des écosystèmes assez naissants comme à Lille ou en Bourgogne, donc, mais des écosystèmes qui n'ont pas le potentiel aujourd'hui, en tout cas, de construire quelque chose de global avec tous les acteurs représentés. Et pour illustrer un petit peu cette domination parisienne aujourd'hui, Paris, c'est 60% des startups actives, 66% du nombre de deals et 79% des montants investis. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est pas forcément un aspect négatif, ça ne veut pas dire qu'on investit moins dans les startups en région, ça veut dire qu'elles sont plus jeunes, que les écosystèmes sont développés de manière plus récente et donc il y a un potentiel. Du moins, nous, on préfère le voir sous cet angle positif et donc il y a énormément de potentiel aujourd'hui à développer en région dans la food tech. Je vous ai présenté tout à l'heure les 6 domaines de la food tech qu'on a parcouru très rapidement. Ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est comment est-ce que les investissements se répartissent. Ils ne sont pas de manière uniforme dans ces 6 domaines de la food tech. Donc dans ce code couleur, ce qu'on peut voir, c'est que 3 domaines prennent 90% des investissements. Donc tout ce qui est retail et delivery, c'est pas très surprenant, c'est probablement ce dont on parle le plus. L'agriculture et le food service, donc tout ce qui est au service des restaurateurs et pour augmenter l'expérience en restauration. Donc ça c'est très intéressant et on voit surtout cette part très dominante du retail and delivery. Ce qu'on peut aussi voir, c'est 2 autres aspects, c'est que les domaines médias et coaching représentent un nombre non négligeable de startups, 8% chacun, mais seulement 1% chacun des investissements finaux. C'est plutôt, encore une fois, d'un point de vue optimiste, on a des startups qui sont encore très jeunes dans ces domaines et qui ont du potentiel de développement. Donc pour un investisseur, ça peut aussi être très intéressant de regarder aujourd'hui ces startups qui sont encore assez jeunes. Et inversement, on va avoir dans le domaine de l'agriculture qui pèse un nombre qui représente moins de startups actives, plus d'investissements. C'est ce qu'on illustre aussi ici, c'est-à-dire que l'agriculture, ici c'est un petit peu le graphique qui montre les investissements cumulés, mais représentés année par année, mais avec le détail par type et par domaine de start-up. Historiquement, l'AgTech en France était le domaine dominant, et donc on a des startups qui sont plus financées historiquement dans ce domaine. Et c'est ce qu'on retrouve quand on prend le deal médian, c'est-à-dire autant de deals au-dessus et en dessous de ce chiffre par domaine. C'est assez logique, il faut plus d'argent pour faire un robot qui va aider dans les champs ou un drone qui va pulvériser au-dessus des vignes que pour faire une startup qui va vous dire de coaching, une startup de diététique pour vous dire voilà ce qu'il faut manger ce soir Mathieu. Voilà, ça c'est encore une fois assez logique et quand on les compare par rapport au deal médian en France. À partir de ce rapport, à un moment on s'était dit avec Jérémy, voilà on a fini, on a fait les chiffres, on les a analysés. On sentait, et c'était un peu les échanges qu'on avait avec nos partenaires, qu'il fallait peut-être prendre plus de risques et aller au-delà. Donc c'est ce qu'on a fait dans le rapport et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est présenter un peu des tendances. Donc ce dans quoi on croit et ce que les chiffres nous permettent de voir aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément toutes les tendances, c'est que celles dont ce que l'on a analysé dans les chiffres et dans nos rapports aux startups aujourd'hui nous permettent de traduire. Donc je les divise en tendance à court, moyen et long terme. Donc à très court terme, j'allais dire sans surprise, c'est de voir de plus en plus de livraisons, mais selon nous de plus en plus personnalisées. Donc avec des sites qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin si vous êtes sans gluten, mais aussi si vous êtes sportif, si vous êtes végétarien, etc. De plus en plus de produits innovants et locaux. Vous en aurez des démonstrations tout à l'heure. Et un domaine sur lequel j'ai beaucoup insisté au
cours de ces 3 tendances de court, moyen et long terme, c'est la data de qualité. La data de qualité pour les restaurateurs et pour les industriels, ce qui me semble aujourd'hui être un enjeu très important. Parce que quand on parle de food tech, on a tendance à penser produits alimentaires, on verra des mayonnaises, on va voir des chips, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect B2B. Et la data est un enjeu très important. Fournir aux restaurateurs l'information sur le steak qu'il est en train de servir pour qu'il puisse communiquer à son client l'origine de ses produits de manière extrêmement qualitative est aujourd'hui un besoin extrêmement important. À moyen terme, à 5 à 10 ans, 3 tendances dont je pense que vous avez entendu parler, donc, sur lesquelles je vais passer un petit peu rapidement. Le domaine de la blockchain, qui rejoint cet aspect de la donnée, mais on va dire ce moyen technologique peut être une des réponses aux questions que j'ai posées, que j'ai soulevées, sur comment fournir la data aux restaurateurs, aux industriels et aux consommateurs final. La nutrition personnalisée, un domaine dans lequel nous croyons beaucoup à Digital Food Lab, quelque chose qui est un petit peu, on va dire, tendancieux en France, c'est l'utilisation du génome pour vous dire, pour me dire, Mathieu, ton génome et son acceptation dans le sang fait que tu absorbes moins la vitamine D que quelqu'un d'autre, que ta consommation en protéines doit être supérieure, que tu as plus de risques de diabète que d'autres. On a des sociétés très importantes qui se développent sur la thématique aux États-Unis et assez peu évidemment en France, étant donné le cadre légal un peu complexe sur le sujet. Les aliments du futur, que l'on classe en 3 catégories qui sont principalement des protéines, les protéines végétales, les insectes et les algues. Vous en aurez une démonstration avec les mayonnaises Algama tout à l'heure. Et sur le long terme, très rapidement, une première tendance de long terme, le rapprochement entre production et consommateur. Donc, selon nous, ce n'est pas forcément dans l'idée que le consommateur va aller à la ferme, c'est plutôt que la ferme va venir au consommateur. Donc avec tout ce qui est de l'agriculture urbaine, on voit énormément de choses passionnantes aujourd'hui sur ce sujet. Au dernier Digital Food Club, on recevait une start-up qui se proposait dans 20 ans de remplacer les parkings souterrains qui n'ont plus d'utilité par des lieux où faire pousser des plantes ou utiliser de l'aquaponie. Ça, c'est un exemple. Deuxième tendance, plus de transparence le long de la supply chain. C'est un petit peu l'aboutissement de ce dont j'ai parlé à court et moyen terme sur la donnée, la blockchain. Et enfin, la troisième tendance, c'est la personnalisation des produits alimentaires. L'idée, évidemment, on est à très long terme. Est-ce que ce sera avec de l'impression 3D que nous, on est plutôt convaincus de voir du côté des industriels que des consommateurs, mais la capacité à produire des toutes petites séries, à avoir un produit qui soit différent pour moi que celui qui sera utilisé par Jérémy, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins nutritionnels, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs avec notre alimentation, et donc une alimentation très personnalisée et de plus en plus proche du consommateur. Toutes ces données sont accessibles gratuitement et librement dans le rapport que vous pouvez télécharger sur le site de Digital Food Lab. Encore une fois, on remercie nos partenaires, Sopexa et Vitagora, sans qui on n'aurait pas pu produire ce rapport, ni lui donner la diffusion qu'on espère lui donner aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est pour les questions. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Il y en a un qui bouge les mains là-bas, c'est pour une question. Alors, le but, c'est quand je te lance et tu parles très proche du machin. Vous êtes combien chez Digital Food Lab? Vous êtes beaucoup pour... Comment ça se passe chez vous? Très bien, ça se passe très bien. Ça se passe très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, on va dire 3 plus 1, c'est-à-dire 3 fondateurs voilà, qui travaillent sur Digital Food Lab, et Léonore, qui est stagiaire, qui travaille avec nous aujourd'hui. Voilà. Qui part dans la salle. Allez, là-bas. Félicitations en tout cas pour ce travail, parce que c'est très complet. Merci. Merci. Okay. Merci beaucoup de cette présentation et surtout de ce super travail qui effectivement manquait vraiment en France et les comparaisons internationales. Donc, ça c'est super, pardon. J'ai une petite question concrète et puis plus large. La plus concrète, c'est est-ce qu'on peut avoir le détail, parce que par exemple la rubrique Delivery et Retail, pour moi elle est énorme et pour moi c'est 2 tendances différentes. Donc est-ce qu'on peut accéder après, sous quelles conditions, je ne sais pas, aux détails de ces chiffres un peu plus précis?
Alors, en effet, j'ai dit on a 6 catégories qui sont en effet très larges. Delivery, retail, on y Moi, classe j'en aurais fait de la même. voilà, on y classe énormément de choses. On disait, en fait, nous, on a 31 sous-catégories, parce qu'en effet, on est beaucoup plus fin dedans. Alors, on donne quelques détails dans le rapport. Et ensuite, voilà, je ne vais pas dire... vous surprendre en disant que pour plus de détails, c'est plutôt on en discute et on voit ce qu'on peut faire ensemble, si ça peut être pertinent voilà, de travailler pour détailler les chiffres. Et puis une question plus globale, mais ça nous entraîne peut-être dans un débat un peu large. Moi j'ai remarqué aux États-Unis, dans les conférences auxquelles je suis allée les mois précédents, qu'il y avait on parle beaucoup du risque de l'explosion d'une bulle, parce que là-bas il y a des investissements vraiment énormes, et parfois on parle de surinvestissement, et donc j'en ai parlé aussi avec des investisseurs français qui m'ont dit la question c'est pas s'il y en aura une, c'est plutôt quand. Alors là, je suis d'accord, on le sait, la question c'est quand est-ce que ça va arriver. Il y a des startups qui ne se portent pas très bien dans la food tech en France. Dans le delivery, justement. On est d'accord. Maintenant, voilà, on ne va pas citer de nom, mais ça va arriver. Ensuite, c'est aussi un des objectifs de ce rapport, c'est de communiquer à la fois de l'optimisme, et même si ce n'est pas forcément une valeur, j'allais dire, très monétisable pour un investisseur, l'optimisme, c'est surtout de lui montrer toutes les opportunités qu'il reste dans la food tech, parce que nous, on considère que la France est en retard de 24 à 36 mois, et que ça constitue une mine d'opportunités, que peut-être l'éclatement de la bulle, parce qu'il y en a vraiment une dans certains investissements food, dans le delivery aux US et même dans d'autres pays, peut-être va ralentir ça dans ces pays, et qu'à ce moment-là, les startups françaises, si les investisseurs saisissent cette opportunité, pourront financer des startups qui vont croître et qui pourront prendre des places de leaders mondiaux. Donc encore une fois, on essaye de le voir comme une opportunité, parce qu'au final, ça va être dur qu'il y ait l'éclatement d'une bulle food tech en France. Il y a pas, on a les 3 premières boîtes qui ont été financées plus de 20 millions d'euros l'année prochaine. On ne peut pas qualifier ça de bulle, encore une fois, sachant que 2 sur les 3 sont des boîtes B2B, avec des business models stables et très rentables. Une autre question. Oui, bonjour. 2 questions en fait. Sur les levées, est-ce qu'il n'aurait été pas aussi intéressant, que vous avez le détail dans le rapport, de séparer tout ce qui est amorçage, série A et série B, parce que quand on mixe les trois, les montants moyens ou médians qu'on obtient en fait sont un peu faussés, parce que ça correspond à différents types de levées. Et l'autre question, c'est, on parle beaucoup de levées, etc. Est-ce que un rapport ultérieur l'année prochaine ne devrait pas aussi inclure les sorties, donc les exits? Oui. 2 questions qui rejoignent évidemment des points sur lesquels nous on s'est interrogé. Ce que je vous ai présenté rapidement, c'est vraiment, j'allais dire, un extract de ce rapport. Comme je l'écrivais, voilà, il y a 88 pages dans le rapport. On a fait le détail des deals médians par type d'investisseur et par type de levée. Donc c'est-à-dire savoir si c'est une levée de série A ou série B. Série B, il n'y en a pas beaucoup, mais savoir. Et ça, c'est un premier point. Et un autre point, si un investisseur est VC, en moyenne, il investit 2,7 millions d'euros. Si c'est une levée, entre guillemets, de crowdfunding, on est à 20-30 000 euros. Donc on a ces chiffres dans le rapport publiquement accessible. Ensuite, pour le sujet des exits, on ne l'a pas mentionné dans ce rapport parce que statistiquement, d'une certaine manière, ça a assez peu d'intérêt parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le domaine de la food tech. Encore une fois, c'est un écosystème qui est très jeune et on aura peut-être l'opportunité d'avoir des exits, peut-être pas l'année prochaine encore une fois, mais peut-être pour le rapport qui étudiera 2019. Donc voilà. Autre question? Vous n'avez pas parlé des chatbots. Est-ce qu'il y a un rôle chatbot, food tech? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que ça va venir ou pas du tout? Alors, c'est quelque chose qu'on voit. En fait, c'est ce que j'ai voulu mentionner. Quand je disais, on a parlé des tendances qui ressortaient des chiffres. Et le domaine dont je n'ai absolument pas parlé, je n'ai pas parlé de robotisation, qui est un vrai sujet, mais la robotisation en France, il n'y en a pas. Robotisation en food tech, ou du moins on n'a pas vu quelque chose de très pertinent là-dessus. Sur les chatbots, on a des startups extrêmement early stage, qui n'ont pas encore, j'allais dire, fait leurs preuves. On en a dans le domaine du vin, coco vin, matcha, etc. Et on va en avoir dans le domaine de la nutrition. Mais on est sur des domaines très jeunes,
Et est-ce que ce sera, j'allais dire, du vocal? Est-ce que ce sera du chatbot? Pour moi, c'est un moyen de répondre à des questions qui, finalement, c'est une question d'interface, d'intelligence artificielle, une question technique pour répondre aux sujets qu'on a mentionnés, qui sont apporter une nutrition personnalisée aux gens. Je parlais du génome, parce que c'est toujours assez sympathique, ça crée une sorte de division entre ceux qui sont tout de suite fans et ceux qui sont un peu effrayés, mais ce sont des moyens pour arriver au même résultat. Encore une dernière. Hop. Ma question c'est, comme tout le monde parlait de bulles, il est vrai que c'est simplement quelque chose d'assez naturel, la bulle. En fait, on apprend au marché à consommer différemment, à livrer différemment, à produire différemment. Une fois qu'on a bien innové, on a mis plusieurs concurrents les uns envers les autres qui ont dynamisé un marché, un secteur ou une innovation. Je regarde ça parce que j'ai planté une start-up, donc je regarde ça de haut maintenant. Et je me dis que dans la food tech, on a ce phénomène, comme il est décrit par à peu près tout le monde en ce moment, notamment dans le delivery là. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à voir, c'est qui est l'Américain qui va venir empocher le marché. Et ça, c'est une question que je vous pose. Il y a forcément un grand qui est déjà prêt à récupérer la nouvelle façon de consommer, la nouvelle façon d'être livré, frais, bio, etc. La nouvelle façon de produire, la nouvelle façon d'avoir de nouveaux aliments, etc. Et pouvez-vous en citer quelques-uns, comme ça au moins on sait à qui on aura affaire dans quelques temps. La vraie question est peut-être sur cette thématique est peut-être moins à rechercher du côté des startups que des anciennes startups. Des acteurs qui pourraient s'intéresser à cet écosystème, il y en a ici même. Ensuite, Amazon, on voit attendu très longtemps, puis s'est lancé sur le marché de la livraison de box panier repas, avec un certain succès. Donc ça peut être ces acteurs-là. Et ensuite, des choses qu'on ne mentionne pas parce que c'est suscite moins d'intérêt d'une certaine manière. Il ne faut pas regarder que le côté de l'Atlantique. Quand on parle d'Amazon, c'est aussi intéressant de regarder ce que fait Alibaba, ce que font des acteurs chinois dans le domaine, parce qu'il y a une forme d'innovation très poussée dans la food tech en dehors des États-Unis. Nous, quand on parle de food tech au niveau mondial, il y a les US parce que ça drive l'attention. Au niveau technologique, il y a énormément de choses en Israël. On regarde énormément l'Inde, qui en termes de delivery est selon moi l'endroit le plus intéressant à regarder aujourd'hui. Et ensuite, il y a le marché chinois, où tout ce qui est agriculture, nouveaux modes de production, nouveaux produits, plein de choses qui s'y passent. Donc ensuite, quel sera l'acteur qui va gagner à la fin? J'ai envie de dire, j'ai déjà pris assez de risques sur les tendances, je vais en rajouter sur celui qui va gagner à la fin. Je pense fondamentalement, et c'est ça qui est intéressant dans la food tech aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on sort d'un modèle de consommation et de distribution unique, où tout le monde, de manière très caricaturale, va le samedi après-midi avec son monospace faire ses courses dans un hypermarché en se garant sur un parking et tout le monde achète plus ou moins la même chose, les mêmes produits, avec j'achète quelque chose qui me correspond, avec des valeurs, avec des produits, avec de la qualité, et ça passera peut-être, et à mon avis forcément, par des acteurs très fragmentés. Je ne crois plus fondamentalement à un acteur qui a par exemple 100% du marché sur le domaine du baby-food par exemple, mais plein d'acteurs qui répondent à des demandes, des thématiques, des valeurs différentes. Très bien. Merci Mathieu.